vous remerciant d'être présent. Je vais donner immédiatement la parole à Gilbert Pastor, maire de la ville de Castries et conseiller de la métropole, qui nous reçoit aujourd'hui dans ces terres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les maires, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous reçois aujourd'hui dans cette salle des États du Languedoc. Et je vais prendre quelques minutes de votre temps pour un peu, puisque je sais que des questions ont été posées, pour rappeler un peu l'historique de ce château. Alors, n'étant pas moi-même historien, vous me permettrez de me servir de mes notes. Donc, dès le XIe siècle, c'est un manoir gothique qui a été construit ici, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons actuellement. Les seules choses qu'il en reste, c'est des citernes, des salles voûtées qui sont sous la cour d'honneur. En 1495, Guillaume de la Croix, conseiller de Louis XI, gouverneur de Montpellier, l'a acheté. C'est le 14e ascendant du duc de Castres qui m'a vendu le château, il y a d'ailleurs, auquel j'ai acheté le château, il y a 2 ans. En 1565, commence la construction du château actuel. Au XVIIe siècle, c'est René de la Croix, Gaspard de la Croix de Castres, dont vous avez le portrait à cet endroit-là, qui s'est illustré dans une brillante carrière militaire pendant la guerre de 30 ans et qui a été gestionnaire du Parlement des États du Languedoc. Et il voit ses qualités reconnues par le roi Louis XIV qui érige donc ce domaine en baronnie. Ensuite, c'est lui qui a commencé au milieu du XVIIe siècle, c'est là qu'a commencé la construction de ce château, avec cette salle pour accueillir les États du Languedoc. Alors, j'ai vu des versions différentes et contradictoires. Certains disent qu'ils y ont siégé, d'autres disent que non. Je laisserai aux historiens le soin de trancher cela. Et la dernière rénovation du château a été faite à partir des années 36, quand René de la Croix de Castres, celui qui a été académicien, a récupéré le château de la famille d'Harcourt et a repeint, c'est les couleurs que vous voyez actuellement ici, et dans les salons à côté. Il est rentré à l'Académie française et en 1985, il a fait don de son château à l'Académie française. L'Académie française, n'ayant pas de moyens, a passé une convention avec la région pour entretenir le château. Et c'est ainsi que, sous la présidence de Jacques Blanc, le toit a été refait à l'ancienne avec des tuiles vernissées, des charpentes qui ont été faites par des compagnons. C'est une œuvre absolument remarquable. Et ensuite, lors de l'élection de Georges Frêche en 2004, à ce moment-là, les liens se sont resserrés avec l'Académie française et la région Languedoc-Roussillon a investi dans le château. Elle a refait les façades, toutes les menuiseries extérieures, le réaménagement du parc et on a rouvert le parc au public pendant les vacances, pendant l'été, les vacances d'été, et on réussit à avoir pas mal de manifestations là. À la suite du décès de la duchesse, il y a 4 ans, la famille a, à ce moment-là, contesté le legs à l'Académie française et a demandé ce qu'on appelle la révision de la quotité disponible, et donc demandé de l'argent à l'Académie française. L'Académie française n'était pas à ce moment-là en mesure de régler cette somme-là. Elle s'est retournée vers la région n'a pas souhaité à ce moment-là régler cette somme. Le château a donc été mis à la vente par l'Académie française et l'Académie française en voulait une somme importante puis c'était de l'ordre de 7 millions d'euros. Et là, je dois dire qu'avec l'appui de la famille de Castres, auquel je ne rendrai jamais assez hommage, nous avons pu négocier le rachat du château à l'Académie française pour la somme de 2,8 millions. Cette somme-là, nous avons bénéficié de l'aide considérable à la fois de la région, de la Montpellier agglomération à l'époque, 500 000 euros chacun, et on a acheté pour 2,8 millions le château, les communs et l'aqueduc, parce que l'aqueduc dépend du château, l'intégralité. Et on a revendu les communs pour en faire du logement social. Les travaux commencent cette semaine. Donc c'était une opération tout à fait faisable pour la ville de Castries. Et nous sommes donc propriétaires depuis le 24 septembre d'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Et je dois dire que dans la corbeille d'achat, la famille de Castres a légué gratuitement l'intégralité du mobilier qui appartenait au château à la ville de Castries. C'est comme ça qu'on a pu réaliser cet achat. Depuis l'installation de Philippe, nous sommes partis maintenant dans la rénovation
du château. C'est un projet de 3 millions d'euros qui va se faire avec l'aide de l'État, qui est notre partenaire là-dedans, de la métropole, de la région, et je pense des autres collectivités, parce que bien entendu, ce n'est pas la commune de Castries qui peut réaliser un investissement pareil, mais qui par contre le portera, l'accompagnera. Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez tous réunis aujourd'hui ici, et que ça sera la première d'une longue série de réunions. Et les autres fois, au fur et à mesure, vous verrez l'avancement des travaux. J'en profite de vous dire, si vous connaissez des mécènes qui veulent faire des dons pour le château de Castries, ça sera avec plaisir que nous les accueillerons. Merci à vous en tout cas, et excellente réunion, et bienvenue à Castries. Merci, monsieur le maire. Je vous propose de faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter brièvement, puisque nous sommes très nombreux et venus de 6 départements. Donc je pense que chacun peut prendre la parole à son tour. Je vous demanderai seulement de parler un peu loin du micro, comme cela, parce qu'il y a beaucoup d'écho dans cette salle. Ce pas des salles qui étaient conçues pour parler avec un micro. Et donc ça résonne un peu, donc il faut parler un peu et assez lentement pour qu'on puisse distinguer les phrases. Oui, bonjour, je m'appelle Didier Codorniou, je suis premier vice-président du Grand Narbonne et maire de Gruissant. Bonjour. Pardon, oui, c'était pour tester. Ce qu'il faut pas faire. C'était pour tester. Édouard Rocher, vice-président du Grand Narbonne et maire de Coursant. L'un ou l'autre. Bon. Alors, Jules Morin, premier vice-président de la communauté de communes Cœur de Lozère. Alain Fauconnier, président du Parc des Grands Cosses, maire de Saint-Afrique et président de la communauté de communes du Saint-Africain. Voilà. Christian Tessèdre, maire de Rodez, président de l'agglomération du Grand Rodez, vice-président de la région Midi-Pyrénées. Donc très heureux d'être avec vous. Alors peut-être Rodez, c'est un peu loin de Montpellier, mais il faut savoir que nous sommes à équidistance entre Toulouse, Montpellier et Clermont-Ferrand. Nous sommes pile au centre d'un triangle équilatéral et nous avons tout intérêt à travailler autant avec Toulouse, Montpellier que Clermont-Ferrand. Et en plus, Philippe est un ami. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est ici aujourd'hui à Castries. Geneviève Castellane, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et maire du village de Le Garn. Éric Moutafis, vice-président de la communauté de communes de la Côte-du-Rhône gardoise, maire de Montfaucon. André Hugues, président de la communauté de communes de la Côte-du-Rhône gardoise, maire de Rocquemort. Pardon, est-ce que vous pouvez parler, je vais répéter, parce qu'on ne vous entend pas d'ici. Vous parlez un peu loin du micro et lentement, parce que sinon on ne peut pas distinguer. Merci. André Hugues, président de la communauté de communes de la Côte-du-Rhône gardoise, maire de Rocquemort. Philippe Gamard, premier vice-président de la communauté de communes de la Côte-du-Rhône gardoise et maire de Saint-Laurent-des-Arbres. Serge Patus, président par intérim de la communauté de communes Pays de Sommières, maire de Souvignan. Francis Cross, président de la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc. La particularité, c'est qu'elle a sur son territoire des communes du département du Tarn et de l'Hérault. Max Aliès, vice-président de la communauté de communes montagne du Haut-Languedoc et maire de Castanelo, dans l'Hérault. Trop vite, j'ai pas entendu. Refais-le-moi, s'il te plaît. Lentement, parce qu'on n'entend pas d'ici. Max Aliès, vice-président de la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc, maire de Castanelo, dans le département de l'Hérault. Pierre Pollard, vice-président de la communauté de communes Canal-Lirou-Saint-Chignanais et maire de Capestan, dans l'Hérault. Jean-François Favette, maire de Cessenot-sur-Orbe et premier vice-président de la communauté de communes Canal-Lirou-Saint-Chignanais. Alain Barbe, président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et maire de la commune d'Ematel. Hussam El-Malak, vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et maire de Vaillouques. Pierre-Antoine, vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
maire de Guzargues, commune contiguë à la commune de Castries. Jean-Louis Desmelins, maire de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, au fin fond de la région, plus proche de Barcelone et de Toulouse que de Montpellier, mais ma présence aujourd'hui est justement pour agiter le drapeau du Languedoc et du Roussillon pour dire qu'on est avec vous. Philippe Mogy, directeur général des services de la communauté de communes de Petite Camargue dans le Gard, et je représente donc le président Jean-Paul Lefranc qui n'a pu se joindre à vous. Laurent Pellissier, président de la communauté de communes Terre de Camargue et maire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Jean-Baptiste Estève, président de la communauté de communes Rony-Vistre-Vidourle, maire de Nages-Solorgue. Jacques Rey, premier vice-président de la communauté de communes Rony-Vistre-Vidourle et maire d'Aigues-Vives. Alain Fabre, président du syndicat hydraulique du Minervois, maire de Bise-Minervois, dans l'Aude. André Tesser, vice-président de la communauté de communes Orbe-Jor et maire de Colombières-sur-Orbe. Donc Jean Arcas, président de la communauté de communes Orbe-Jor, maire d'Olargues. Donc on est situé dans le pays au Languedoc et Vignoble et dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Josiane Cabrol, président de la communauté de communes du pays Saint-Poney. Pierrette Bonnet, déléguée communautaire de la communauté de communes du Val d'Onès, en Lozère, petit vallon coincé entre le Sauveterre et le Lozère. Je suis maire de Brenous. Voilà. J'en profite encore pour dire que le Tour de France arrive sur l'aérodrome de Marne de Brenous, c'est-à-dire sur les pistes qui appartiennent à ma commune. Avis aux amateurs. Donc Christophe Saint-Pierre, premier vice-président de la communauté de communes Millau-Grand-Cos et maire de Millau dans l'Aveyron. Gérard Prêtre, président de la communauté de communes de Millau-Grand-Cos et maire de Saint-Georges-de-Luzançon, Aveyronnais du Sud, vous avez compris. Richard Pitaval, premier vice-président de la communauté de communes du pays de Lunel. Jean-Luc Bergeon, vice-président de la communauté de communes du Pays de Lunel, maire de Saint-Christol. Claude Arnaud, président de la communauté de communes du Pays de Lunel et maire de Lunel. Richard Noguier, président de la communauté de communes du Pays de Tongue, maire de Montblanc, communauté située entre Agde, Pézenas et Béziers. Michel Loup, vice-président de la communauté des communes des Pays de Tongue et maire de Valros. Gérard Marrouire, président de la communauté de communes de Le Minervois et maire de Lonzac. Jean-Claude Lacroix, président de la communauté de communes du Clermontais et maire de Seyras. Bernard Coste, premier vice-président de la communauté commune du Clermontais, maire d'Octon au bord du lac du Salagou. Yves Pietrasanta, président de la communauté de communes du nord du bassin de Thau, vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Jacques Adjé, premier vice-président de la communauté de communes nord du bassin de Thau et maire de Poussin. Éric Doulcier, premier vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais et maire du Vigan dans les Cévennes. Roland Canaillé, président de la communauté commune du Pays Viganais, maire de Molière-Cavaillac, en Cévennes, au pays de l'Oignon doux. Et vice-président de la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence, maire de Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard. Stéphane Rossignol, président de l'agglomération du Pays de l'Or, maire de la Grande Motte et conseiller régional. Gérard Souchon, président de la communauté de communes du Haut-Allier, Langogne-Nossac, secrétaire de l'association de préfiguration du futur PNR du Haut-Allier. Francis Bout, président de la communauté des Avant-Monts du Centre-Héros, c'est au nord de Béziers, maire de Gabian et par ailleurs président du syndicat mixte du pays au Languedoc et Vignoble, sans commune rurale dans l'ouest biterrois. Jacques Libretti, vice-président de la communauté des communes des Avant-Monts du Centre-Héros, maire de Margot,
avec un château du XIIIe siècle, un des plus jolis villages de l'Hérault. Merci. Henri Coder, maire de Saint-Julien-d'Arpan, en Lozère et en Cévennes lozérienne, un des plus beaux villages des Cévennes, et vice-président de la communauté de communes de Florac Sud-Lozère. Christian Huguet, maire de Florac et président de la communauté de communes Florac Sud-Lozère. Jean-François Soto, maire de Gignac et premier vice-président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Alors, Louis Villaret, président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, maire de Le Pouget, dans le pays Cœur d'Hérault. Yvan Cassilly, premier vice-président de l'intercommunalité Grand Orme, maire du Bousquet d'Orme. Jean Trinquier, premier vice-président communauté de communes Lodévois et Larzac, maire de Le Caillard, dans l'Hérault, le plus beau village de l'Hérault. Jacques Rigaud, président de la communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises, dont 4 communes du Gard. Michel Fratissier, Ganges. Pierre Servier, premier vice-président de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises. Michel Fratissier, refais-le parce qu'on n'a pas entendu, il y a eu un petit bug. Alors, je te le refais. Michel Fratissier, maire de Ganges. Bernard Comon, premier adjoint au maire de la ville de Ganges et vice-président de la communauté commune des Cévennes gangeoises et suménoises. Marie-Laure Puitch, directrice de la communauté de communes Salanque Méditerranée, à cheval sur l'Aude et les PO. Christophe Mouchon, directeur de cabinet du maire de Carcassonne, Gérard Lara. Gérard Lara, maire de Carcassonne, premier vice-président de la communauté d'agglomération du Carcassonnais. Frédéric Lacasse, président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et maire de Sérignan. Antoine de Rinaldo, premier vice-président de la communauté d'agglomération Toaglo. On va passer le micro au président Jacques Blanc. Eh bien, Jacques Blanc, président de la communauté de communes Aubrac Lot-Écosse. Et le seul ancien président, n'est-ce pas, d'une région à laquelle je tenais particulièrement, le Languedoc-Roussillon. Et maire de la Cadourgue. Oui, accessoirement maire de la Cadourgue, effectivement. François Comène, président de la communauté d'agglomération Toaglo et sénateur-maire de la ville de Sète. Donc Marie-Christine Bousquet, maire de Lodève et présidente de la communauté de communes Lodévois et Larzac. Catherine Dardet, première vice-présidente de la Montpellier Méditerranée Métropole, en charge de la politique de la ville, de la cohésion sociale et première adjointe de la mairie de Castelnau. Est-ce que quelqu'un n'a pas pris la parole, élu, qui est arrivé juste après? Personne. Alors Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci à tous d'être venus, pour certains de très loin. C'est vraiment un grand honneur pour le maire de Castries et pour la métropole de Montpellier de vous recevoir ici dans le château de Castries, car aujourd'hui est une journée un peu historique. D'abord, certains historiens expliquent que le château de Castries n'a jamais été utilisé pour réunir les États du Languedoc, ou les États de Languedoc. Eh bien, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est la première réunion des États de Languedoc. Et si le terme de parlement de territoire a été choisi, c'est un peu par référence à cette histoire glorieuse qui nous rassemble sur un territoire que nous connaissons tous bien, chacun dans nos communes et communautés de communes, intercommunalités, pour essayer de trouver une façon de mieux travailler ensemble et de se rencontrer, parce que si une réunion comme celle-ci n'avait jamais existé, eh bien, personne n'aurait été certainement en capacité de reconnaître l'autre président, celui qui est de l'autre côté de la région, quelquefois tout près, avec qui on n'a pas de relation,
parce que la vie va vite, on gère nos affaires, et les choses sont ainsi dans le monde moderne. Pour ce qui est de la forme de cette réunion, et vous comprendrez aisément qu'avoir choisi l'entre-deux tours des élections départementales pour chaque département a été fait un peu à dessein. Parce qu'en le faisant avant les départementales, on ne pouvait pas nous expliquer que c'était à d'autres fins que celle de la réunion des territoires. Si nous l'avions fait après, vous savez comment fonctionne la vie politique dans ce pays, après une élection, une autre. Et donc en le faisant entre les deux tours, on évacue le problème de l'élection qui viendra après, c'est ce que j'ai voulu faire. Et le temps était compté. Donc pardonnez-moi d'avoir bousculé vos agendas, parce que je sais qu'en ce moment, les agendas sont très remplis pour les candidats qui sont dans chacun des cantons du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, puisqu'il y a aussi des représentants de Midi-Pyrénées. Ça, c'est pour le choix de la date. Ensuite, sur le choix du fonctionnement et de la forme. J'ai prévu de vous faire une présentation sur la démarche et de résumer la démarche dans ce que j'ai appelé un appel du Parlement des territoires. Cet appel n'est en rien quelque chose qui doit être voté. C'est une déclaration d'intention. Ensuite, si chacun le souhaite, il pourra consulter un projet de rédaction de charte qui lui sera envoyé et sur lequel il pourra apporter les amendements qu'il souhaite. Et lorsque nous aurons terminé les amendements, je vous proposerai de nous retrouver à une autre date, avant la fin de l'année, pour pouvoir adopter la charte. Le pôle métropolitain, c'est une structure souple. Il n'y a pas d'administration. On ne lève pas l'impôt, on ne le redistribue pas. C'est seulement une conférence de territoire. C'est une réunion de concertation interne, entre élus. À ce jour, il n'existe pas dans la République une instance comme celle-ci qui rassemble les présidents des intercommunalités. Or, les intercommunalités me paraissent les lieux les mieux adaptés à conduire des politiques de projet en dehors des chapelles politiciennes. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, lorsqu'on a à construire un TGV, une école, ou un aménagement urbain, un terrain de foot, il y a beaucoup de choses qui rassemblent tous les camps politiques, plus que ce qui les désunit. C'est un peu sur ce constat que j'ai construit la métropole de Montpellier. Et les maires m'ont demandé, parce que j'étais en dehors des partis politiques, de fédérer l'ensemble des communes, chose qui n'avait pas pu se faire dans les années précédentes. Et les maires m'ont confié les destinées de l'agglomération à l'unanimité des 31 communes. Ensuite, j'ai construit la métropole de façon démocratique. C'est la seule en France qui a été construite démocratiquement et pas par le fait de la loi. Toulouse a été construite par le fait de la loi, comme d'autres. Et le 1er janvier, l'agglomération de Montpellier a pris le statut de métropole. Nous, il a fallu que nous agissions de façon permanente, par des réunions de concertation avec les maires, les conseils municipaux et les populations concernées. Et nous avons construit une métropole de façon concertée, avec des aménagements et des propositions démocratiques qui ont fait que l'ensemble des maires, quelle que soit leur couleur politique, ont accepté le passage en métropole à 26 voix contre 5. Fort de cette expérience, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous, pas tous, mais beaucoup, 90% de ceux qui sont autour de cette table. Je suis allé dans chaque intercommunalité et je leur ai proposé de créer une instance de concertation qui est celle-ci et dans laquelle nous pourrions d'abord nous connaître et ensuite créer les outils d'une coopération plus importante. Dans un moment où, de l'histoire de notre pays, où l'argent public se fait plus rare,
où nous avons besoin de toutes les coopérations nécessaires pour mener à bien les politiques publiques, je crois qu'il est important qu'on rassemble les territoires plutôt qu'on ne les divise. Je suis animé du même esprit avec la ville de Toulouse. Nous avons, avec Jean-Luc Boudinck, en dehors de nos appartenances politiques qui sont différentes, conclu un pacte de non-agression qui fait que Toulouse et Montpellier ont voté le même texte à l'unanimité des deux assemblées des métropoles. Ce texte dit: le maire de Toulouse, il défendra toujours Toulouse. Le maire de Montpellier, il défendra toujours Montpellier. Mais on a plus à gagner à s'entendre qu'à faire la guerre. Ce sont des déclarations simples, mais qui sont efficaces. C'est un des rares cas en France où ça se passe comme ça. La réforme territoriale réorganise le territoire des deux régions, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et reconstruit le Languedoc classique, celui des comtes de Toulouse, celui des États de Languedoc. C'est pour ça que nous sommes là. Avec le Velay et le Vivarais en moins, et le pays catalan en plus. Ce sont les seules différences. Bon, on va considérer que c'est le territoire ancien, et sur ce territoire ancien, on a besoin de coopération. Dans ce cadre-là, Toulouse est puissante. Et je remercie monsieur le directeur adjoint de la ville de Toulouse qui est présent et qui représente Jean-Luc Boudinck, qui est le conseil municipal de Toulouse, et celui de la métropole. Toulouse est puissante. Et Toulouse est formée d'une grande ville avec une série de villes annexes qui sont autour d'elle. Nous avons un réseau de villes sur tout le pourtour méditerranéen. J'ai pensé qu'il était bon de mettre en relation ce réseau pour travailler ensemble. Et la grandeur de la métropole de Montpellier, c'est d'être en capacité de n'oublier aucun territoire, les territoires périurbains et les territoires ruraux. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais le leur dire, mais moi je suis à moitié de la ville, à moitié de la campagne. Donc voilà, je penche des deux côtés en même temps, si c'est possible, en termes de physique. Je ne sais pas. En tout cas, le but c'est de pouvoir coopérer et de travailler sur des sujets intelligents et utiles pour nos concitoyens et pour les citoyens que nous représentons. Le pôle métropolitain permet la coopération et permet aussi la contractualisation entre certaines communautés de communes si elles le souhaitent, mais uniquement sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'autre chose. Si les gens veulent travailler ensemble, ils peuvent le faire, ils en sont responsables. Ensuite, nous représentons ici, quelque part, une force à la fois d'opposition et à la fois une force de proposition. Midi-Pyrénées est très puissante, Toulouse est puissante. Et selon l'avenir de la grande région, eh bien, il faut que notre territoire ici soit en capacité d'être puissant aussi. Et je trouve que lorsqu'on est 50 présidents d'intercommunalité comme aujourd'hui, représentant en moyenne chacun 30 maires, je vous laisse faire le calcul, on est plus puissant lorsqu'on s'exprime sur certains sujets qu'on peut avoir en commun que lorsque un seul maire s'exprime, fût-il celui de Montpellier. C'est une sorte de... Ce Parlement de territoire est à la fois une force d'opposition, si on en décide ainsi, et puis une force de résistance aussi, et une force de proposition pour un certain nombre de sujets que l'on peut évoquer au travers d'un ordre du jour qui peut être discuté dans une séance comme celle-là. Les outils qui seront mis à la disposition des présidents d'intercommunalité sont simples. C'est une réunion par an, peut-être deux, tournante, et la personne celui qui organise est président de séance. Aujourd'hui on le fait là, mais
c'est pas gravé dans le marbre. Et la deuxième proposition, c'est une plateforme informatique où on peut échanger d'abord les coordonnées, faire des propositions, y répondre, c'est-à-dire un portail, si vous voulez, interactif, sur lequel les intercos peuvent échanger. Ce qui à ce jour n'existe pas. Autrement dit, ça coûte zéro. Ça coûte rien en argent public. Mais ici, tous ensemble, nous sommes une grande force. Et cette grande force, si nous la mettons au service des citoyens, sur des projets d'aménagement importants, voilà, ça peut être aussi, je parle du TGV, mais il n'y a pas que le TGV, il y a aussi, ça peut être des parcs nationaux, ça peut être sur le Vigan, les éleveurs, l'autre fois, qui nous ont demandé notre avis, ça peut être une force de proposition qui peut être intéressante. Voilà quel est le but du pôle métropolitain. Il est d'autres formes de pôle métropolitain. Il y en a qui prennent la forme de syndicats. Et là, ils ont des financements, ils ont des administrations. Le territoire du Bas-Languedoc a beaucoup souffert des guerres politiques. Je m'applique à le resuturer, ou à le suturer, tout simplement. Et je pense que l'heure n'est pas venue à parler d'organisation administrative concernant l'agglomération d'intercommunalité ou de communautés urbaines ou de grands centres comme cela. Je pense qu'une structure très souple sur la base du volontariat comme celle-ci, qui ne remet pas en cause l'authenticité des maires et l'authenticité des présidents d'intercommunalité, est largement suffisante pour l'instant et est déjà un grand pas. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de vous lire le texte, après le débat qui va s'ouvrir, si vous êtes d'accord. Le débat est ouvert. Frédéric Lacasse, président de Béziers Méditerranée. Vous m'entendez là, c'est bon Voilà, Monsieur le Président, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les présidents de communautés d'agglomération et de communautés de communes, Messieurs les maires, chers collègues, enfin nous voilà tous, ou presque, réunis. Je dis presque parce que je constate l'absence de certains voisins audois, de la Domitienne ou Agatois, mais je sais que la date choisie les a parfois empêchés de leur envie d'être à nos côtés. Et entre nous, je me suis moi aussi beaucoup interrogé sur ma présence aujourd'hui. Je suis profondément convaincu du bien fondé de notre initiative, mais Philippe le sait. J'aurais préféré qu'on laisse passer les élections départementales, mais il vient d'expliquer pourquoi il avait choisi cette date. Vous savez à quel point les enjeux sont grands dans le Biterrois. Depuis mon élection à la présidence de l'agglomération, je travaille avec tous les maires et toutes les communes pour construire un projet d'envergure. J'ai noué et renoué les liens avec l'Europe, l'État, la région, le département et les collectivités que vous représentez. Notre territoire a besoin de ces liens, de ces coopérations, malgré un contexte particulier. Il doit travailler avec tous, sans clivage partisan et, comme l'a dit Philippe, en dehors des chapelles politiciennes, pour sortir de son isolement. C'est le sens et la raison même de mon engagement. Oui, nous devons apprendre à nous connaître, à nous parler mieux, à s'écouter et à se respecter. Les clivages politiques existent, ne les nions pas. Nos stratégies territoriales divergent, ne le nions pas. Mais
n'en faisons pas des points bloquants qui figent et anéantissent nos relations intercommunautaires et communales. Parce que nos citoyens qui ont exprimé dimanche leur ras-le-bol de cette politique partisane, nous ne le pardonnerons pas. Dans le domaine des transports, de l'enseignement, de la santé, de l'économie, du tourisme, nous avons tant de choses à faire et de projets à mener ensemble. Dans tous les domaines, nous avons un rôle à jouer et des devoirs à assumer. Aujourd'hui, comme demain, quand bien même les moyens manquent cruellement, nos réflexions, nos actions et nos mutualisations à l'échelle du pôle métropolitain nous permettront d'avancer. Prenons l'exemple des hôpitaux publics. Nous sommes quelques-uns à disposer d'hôpitaux locaux et régionaux sur nos bassins de vie. Quand on connaît les difficultés rencontrées dans le désert sanitaire, c'est une chance à l'évidence. Mais ces hôpitaux, situés à quelques kilomètres les uns des autres, ne fonctionnent pas suffisamment ensemble. Pire, ils se retrouvent parfois en concurrence. J'attends donc du pôle métropolitain que nous puissions créer un réseau de santé qui mette du lien entre les acteurs institutionnels, opérationnels et associatifs. Que nous puissions faire émerger une offre de soins globale qui renforcera l'attractivité de nos territoires. Que nous puissions construire des passerelles innovantes pour réduire les inégalités sociales et territoriales et garantir à tous l'accès aux soins. Ce n'est pas utopique et nous en avons les moyens. J'évoque les hôpitaux pour parler de la santé publique, mais il serait dommage de s'en limiter à ce sujet. Car le pôle métropolitain doit nous permettre de penser la ville autrement, de la vivre autrement. D'ici là, il nous reste du chemin à parcourir et une vraie méthodologie de travail à adopter. Nous avons besoin d'élaborer une approche inclusive, respectueuse de tous. Il nous faut prendre et donner des garanties pour que les communes puissent adhérer à notre démarche en s'associant de garder leur autonomie, en s'assurant, de garder leur autonomie, leur identité et leur spécificité. Cette liberté d'entreprendre ensemble doit être la clé de voûte du pôle métropolitain, car c'est elle et elle seule qui nous permettra de construire et de fédérer au fur et à mesure de nos avancées. Nul doute qu'avec la volonté, le bon sens, nous y parviendrons. Merci de votre attention. Merci Frédéric. L'intervention de Frédéric est là pour illustrer les différents piliers que nous avons souhaité donner à la métropole et qui ont été concertés par un grand nombre de présidents que nous avons rencontrés et de maires. Ces 6 piliers dont Frédéric vient de décrire le premier, la santé, pourraient être déclinés de la façon suivante. La santé, le numérique. Le numérique pour 2 raisons essentielles. La grande partie des entreprises qui s'installent sont liées au numérique. Et puis la lutte contre la fracture numérique qui isole les territoires et qui disqualifie un certain nombre de nos villages et villes et quartiers. Vient après la mobilité avec, bien entendu, le TGV. Et le TGV dans la grande région, c'est une autre idée qu'il faut en avoir parce qu'on doit arriver à pouvoir mettre les 2 grandes métropoles à 1h15, 1h30 en TGV l'une de l'autre. Sinon, ce n'est pas jouable. Mais pas que le TGV, l'ensemble des réseaux viaires, l'ensemble des connexions de tram-train pour les villes, mais aussi tout ce qui est fluvial, tout ce qui est mobilité, transport doux, etc. On peut être amené à réfléchir à un certain nombre d'intercommunalités pour que la cohérence du territoire soit plus fine, plus intelligente, plus prospective. Le 4e pilier, c'est le tourisme. Et là, tout le monde ici se retrouve autour du tourisme.
Or, aujourd'hui, chacun travaille dans son coin, avec des offices municipaux, des offices départementaux, des offices régionaux, qui se rencontrent au cours de certaines réunions, mais qui n'ont pas qui pourraient avoir plutôt une plus grande puissance s'ils étaient liés à des marques, on peut le dire comme ça, à des labels. Le 5e pilier de la métropole, c'est ce que nous avons appelé l'agroécologie alimentation, qui part d'un principe simple, c'est de protéger les terres fertiles et d'entrer dans les schémas d'urbanisme que sont les schémas de cohérence territoriaux et les PLU, qui deviendront en 2017 des PLUI, par le biais des terres fertiles et la protection de l'agriculture, de la viticulture, de la forêt, etc., de l'élevage. Mais ça contient aussi la politique de l'eau, la lutte contre les pollutions, tout cela. Et le 6e pilier, c'est la culture et l'éducation, la réussite éducative, et notamment l'enseignement supérieur, qui peut devenir par le fait de la loi une compétence métropolitaine et qui a besoin d'être affiné avec l'ensemble des territoires voisins. Ces 6 piliers, à l'intérieur de ces 6 piliers, peuvent entrer d'autres thématiques, bien entendu. Ce n'est pas fermé. C'est pour cela que ces 6 piliers seront un peu détaillés dans le projet de charte que je vous communiquerai et qui sera discuté par les intercommunalités et par les maires des intercommunalités. Et si certains veulent les soumettre aux populations, comme cela m'a été demandé dans plusieurs communes, encore mieux. Encore mieux. François Comène, maire de Sète, président de la communauté d'agglo de Sète. Merci. Moi, je tenais à remercier et à féliciter Philippe Sorel de cette initiative. En tant que président de la métropole de Montpellier, d'avoir su rassembler autour de lui l'ensemble des autres intercommunalités qui sont dans ce territoire maintenant qui voit son périmètre s'élargir d'une façon considérable avec le rapprochement des 2 régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il faut inévitablement se restructurer, pouvoir dialoguer, pouvoir répondre aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés, nous élus, mais aussi nos concitoyens qui, bien évidemment, à un certain moment, commencent à perdre certains repères. Et on le voit récemment dans l'expression des suffrages. Je crois que ce pôle métropolitain, bien évidemment, plutôt que d'être une strate supplémentaire, doit être un lieu d'échange, un lieu de construction, déconnecté des clivages politiques, comme tu as dit, Philippe, et qui doit permettre d'apporter des solutions et des réponses aux situations dans lesquelles auxquelles nous sommes confrontés en permanence. Je parle, par exemple, dans le domaine que tu as terminé sur la question, le pilier de la culture et des universités et de l'enseignement, mais tous les piliers sont transversaux, parce que comment concevoir qu'à Sète, il y a une scène nationale, à Narbonne, il y a une scène nationale, mais les Montpelliérains, par exemple, ne peuvent pas venir à la scène nationale de Sète parce que le soir, pour rentrer, il n'y a pas les TER ou des moyens de communication après la fin du spectacle. Les Narbonnais ne peuvent pas venir à la scène nationale de Sète, ou les habitants d'Alès, de la même façon, en sont privés. Donc il y a quand même toutes ces questions à régler, et je ne veux pas revenir sur les festivals qui se tirent la bourre en permanence tout au long de l'été. Peut-être il y aurait une cohérence à donner, un rayonnement national et international à certains festivals à donner, à partir du moment où tout le monde de l'ensemble du territoire pourrait avoir cette mobilité et l'accès à toutes ces manifestations. Donc je crois que c'est comme ça que nos concitoyens souhaitent voir évoluer le climat politique dans l'intérêt de nos territoires, et de toutes les façons, nous y sommes contraints de par les contraintes budgétaires, de par l'immensité de la nouvelle région qui va voir le jour à partir de janvier 2016. Je crois qu'il faut effectivement pouvoir se parler, pouvoir construire, pouvoir faire des forces de proposition aux responsables politiques que nous sommes. Merci. Merci François. Est-ce que quelque chose... Monsieur le maire de Carcassonne, et après
Yves Pietrasanta et Jacques Blanc. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Carcassonne et la communauté d'agglomération. Pardonnez-moi, je vais Carcassonne. écrire les demandes de parole parce que je ne veux pas les oublier. On va faire comme d'habitude. Alors, Monsieur Laramer de Carcassonne. Ensuite, Monsieur Pietrasanta. Monsieur Blanc. Monsieur Canaillé. Monsieur Rossignol. Je vois pas, je vous vois pas. Madame Castella. Monsieur Cross. Et Monsieur Pollard. Attendez, je vais passer de ce côté et après je vais revenir de l'autre côté. Donnez votre nom dans le micro, s'il vous plaît, parce que je ne vous vois pas de là. Pierre Pollard. Monsieur Pollard. Et Michel Fratissier qui souhaite intervenir aussi. Monsieur Fratissier. Attendez. Ne vous précipitez. Il y en aura pour tout le monde. Monsieur Douguier. Monsieur Marcouir. Alors, Monsieur Huguet. Monsieur Codorniou. Madame Bousquet. Qui souhaite encore s'exprimer? La liste est close. Je fais voter les intervenants. Monsieur Arcas. Dès qu'on dit qu'on fait voter, ça va mieux. Monsieur Villaret. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? La liste est close, ça vous va? Allez, ça roule. Monsieur Lara, maire de Carcassonne. Oui, Monsieur le Président, la communauté d'agglomération du Carcassonnais participe au dialogue métropolitain de Toulouse. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que vous faites ici? Mais je me sens parfaitement bien ici. Carcassonne étant à l'ouest du Languedoc, Roussillon, est un peu parent pauvre de cette région et a toujours été un peu parent pauvre de cette région, un peu isolé et subit l'attractivité, bien entendu, et l'attraction plus précisément de Toulouse. Mais je tiens à vous dire que je me sens parfaitement bien ici parce que l'esprit que vous animez me convient parfaitement. Vous prévoyez des conférences de concertation. C'est comme ça que la vie politique moderne doit s'inscrire et doit s'établir. Alors, ville charnière, la ville que je dirige, est entre les deux régions qui vont se marier et qui vont se fusionner. Et nous avons la possibilité, précisément, nous, d'être un élément de liaison entre, d'une part, la métropole de Toulouse, la belle métropole de Montpellier aussi, et Monsieur le Président, je suis vos travaux, je suis votre travail, et je sais que, déjà, compte tenu de la méthode que vous employez, ce n'est pas de la flagornerie, vous allez réussir. Alors ici, moi je suis, si vous voulez, tout à fait indépendant. J'ai pris la responsabilité de venir ici, parce que je considère que c'est ma place. Je suis un homme du Bas-Languedoc, mais j'ai exercé ma profession d'avocat à Toulouse, je suis un homme aussi du Haut-Languedoc. Et je suis ravi que l'on reconstitue, à l'exception du Vivarais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et du Velay, que l'on constitue le Grand Languedoc. Alors moi je serai, en ma qualité de maire de la ville de Carcassonne, en parfaite harmonie pour travailler avec votre métropole, Monsieur le Président. Je vous l'ai déjà dit, je le dis ici publiquement, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Carcassonne fait partie, peut-être, elle est mal placée, elle est à la charnière d'une situation géographique, mais c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la géographie qui l'a voulu ainsi.
mais nous serons la liaison parfaite, si vous le voulez bien, entre d'une part la métropole toulousaine et la métropole montpelliéraine. Chacune des métropoles que je connais bien a des atouts magnifiques, des atouts à faire valoir. Et ce que vous êtes en train de créer, vous l'avez dit, vous avez parfaitement raison, c'est particulièrement original en France. Vous aurez des hommes souples qui vont travailler avec vous, je serai de cela. On parlait tout à l'heure, effectivement, mon collègue de droite, des problèmes effectivement hospitaliers, mais vous savez qu'il y a... de droite sérignan, pardon. Mon voisin de droite géographique. Des problèmes hospitaliers, notre ami Comègne parlait de la culture, etc. C'est vrai qu'il faut essayer, non pas peut-être d'uniformiser toutes les actions, mais effectivement la concertation va permettre de mieux bâtir ce qui sera utile, nécessaire et indispensable pour les différentes communautés, tant au point de vue médical, économique, hospitalier, culturel, touristique, etc. Et je pense que nous serons, nous, là pour accompagner ce mouvement et faciliter les choses en qualité de ville charnière. Alors, je pense que notre positionnement géographique, qui a été un handicap pendant très longtemps, va être là, au contraire, un avantage. J'ai d'excellents rapports avec M. Moudenc et j'apprécie, même si je le connais depuis moins longtemps, le président Sorel. Je sais que ce sont des hommes qui ont des oppositions politiques, mais ça c'est leur problème personnel tout à fait différent, mais je sais quel est leur dialogue, le souci de créer quelque chose de très positif. Alors, Monsieur le Président, moi ici je suis là, je vous dis de notre propre initiative, hein, bien qu'étant du côté de Toulouse. Mais ça me paraît indispensable. Je ne suis pas la 5e colonne, loin de là. Je suis le positionnement constructif. Et je ne doute pas un seul instant que vous me ferez participer à vos travaux. Mais de toute manière, je saurai dire ce qu'il faut faire en temps utile. Escalité, bien évidemment. Voilà, merci. Merci, Monsieur le maire. Je donne la parole maintenant à Yves Pietrasanta. Chers collègues, chers amis, je suis très heureux de cette initiative. Et croyez-moi, je parle au titre d'une communauté de communes, d'une intercommunalité, mais je peux vous dire aussi que la région, elle est attentive et c'est une amie dans l'organisation que nous faisons. Parce que, au lieu d'avoir une chapeau de plomb qui nous tombe sur la tête dans la grande région, nous allons contribuer à faire passer le message du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas. Et par conséquent, tous ceux qui sont là, eh bien, je sais que nous avons en tête de travailler ensemble, hors des difficultés politiciennes qui se trouvent souvent encore là, mais vraiment, c'est un soutien ensemble qui nous permettra, je vous le dis, de structurer cette nouvelle région, cette grande région dans laquelle il faut travailler avec Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et ça, vous savez, c'est bientôt. Et il faut vraiment que nous soyons d'accord, les uns et les autres, pour faire des propositions positives. Voilà, c'est pour ça que je trouve vraiment très très bien que cette organisation se fasse. Donc, en ce qui concerne la communauté de communes du nord du bassin de Thau, dans le cadre des compétences qu'elle exerce, elle est intéressée par l'ensemble des 6 propositions. Mais pour la santé, le bien-être et le bien-vivre, de nombreuses recherches sur les domaines des biotechnologies sont menées depuis longtemps sur notre territoire. C'est une communauté de communes qui fait de la recherche. Et de la recherche, notamment pour éviter les produits toxiques que l'on répand dans la nature. Et nous avons déjà des résultats. Alors, les molécules extraites des algues sont déjà une réalité économique sur notre territoire avec l'entreprise Green-Sea qui est à la pointe de ce secteur d'activité très rémunérateur, notamment pour la cosmétologie. Nous travaillons actuellement sur la problématique de produits de substitution pour les industries qui utilisent encore du bisphénol A. Rappelez-vous bien de ça, on aura l'occasion d'en reparler. Produit que l'on sait pourtant cancérigène aujourd'hui. L'utilisation de la biomasse locale est une source insoupçonnée de développement économique et de création d'emplois en lien avec l'amélioration directe de la santé de nos concitoyens. Ceci
rejoint également une autre thématique qui est celle des productions locales valorisées dans le cadre des circuits courts de l'économie circulaire. Nous aurons énormément de travail à faire ensemble sur ce thème. En ce qui concerne le développement numérique, notre communauté est un territoire correctement desservi par les réseaux à haut débit, en apparence seulement. À titre d'exemple, notre siège administratif, situé à Villeveyrac, a encore recours aujourd'hui aux satellites pour disposer d'un débit correct sur Internet. Il y a donc du travail à faire sur la zone littorale, même sur la zone littorale. Le développement des industries de pointe est impossible tant qu'une couverture totale du territoire ne peut être assurée par les opérateurs classiques. Ceci est également vrai pour les questions de la mobilité et des déplacements. Pour cela, il est essentiel d'améliorer et de moderniser à partir d'un squelette d'infrastructures régionales les dessertes locales. Dans notre communauté, cela est particulièrement déficient pour les villages comme Montbazin ou Villeveyrac, qui ne se situent pas sur les grands axes. Le développement des transports en commun ne peut se limiter à une desserte le matin et une le soir. De même, la création de navettes maritimes, mon collègue François Cobain de Toaglo est aussi partisan à cela, sur le bassin de Thau. Yves, fais-nous le... doit être considéré comme une priorité dans un avenir proche. Alors évidemment, nous avons beaucoup à faire sur le développement touristique, je ne vais pas reprendre tous les points que nous avons, mais j'insiste sur l'agroécologie et l'alimentation. Nous soutenons sur le bassin de Thau la conchyliculture et la diversification de l'agriculture. Et le vin, le Picpoul de Pinet notamment. Mais c'est aussi avec les fruits et légumes biologiques du bassin de Villeveyrac qui deviennent le grenier du bassin de Thau. Voilà. Alors donc, en ce qui concerne la culture et le patrimoine, depuis plus de 15 ans, les communes de la CCNBT, qui s'appelaient Syndicat intercommunal du Nord du bassin de Thau, se sont engagées dans la création d'un service patrimoine. Alors il y a la villa gallo-romaine de Loupian et du musée de Bouzigues qui ont plus de 30 000 visiteurs par an. Nous travaillons déjà en réseau avec le musée Latara. Alors, je voudrais vous dire, comme vous le voyez, la démarche entreprise aujourd'hui sur ces 6 piliers trouve un écho favorable dans les actions que nous menons déjà sur notre territoire. Il faudra cependant assurer une information auprès des citoyens très claire sur le pôle métropolitain, car il faut reconnaître que pour le grand public, la confusion des genres pourrait vite devenir perpétuer le travail que nous avons. J'ai confiance, comme je vous le dis, et il n'y a pas que moi, sur l'organisation que nous faisons, et je pense que nous aurons de bons résultats à nous entendre tous comme nous sommes décidés à le faire. Merci. Merci beaucoup Yves. Jacques Blanc. Juste un mot d'abord personnel, parce que si je suis venu, c'est parce que malgré mon vieillage, je ne suis pas à la retraite totalement, n'est-ce pas? Mais ça m'a fait plaisir de revenir dans ces lieux où j'avais eu l'honneur de recevoir les régions d'Europe. Je parle sous le contrôle aussi avec notre ami Stéphane Rossignol. Nous sommes au comité des régions d'Europe, et donc je crois qu'il est important qu'il y ait une capacité de créer au niveau des régions un lien entre les différents acteurs des territoires. Bon, sans gêner personne et sans ouvrir un faux débat, mais je m'en voudrais si je ne rappelais pas que pour ce qui me concerne, j'étais un farouche défenseur de la région Languedoc-Roussillon dans son autonomie, et que je considérais qu'elle pouvait vivre, mais aujourd'hui, c'est un fait. Et donc, je trouve que c'est bien de réunir l'ensemble des acteurs des territoires. Et je pense que par rapport à nos amis de Midi-Pyrénées, je connais un petit peu quand même Midi-Pyrénées, ça tâche, donc ce n'est pas un rejet de Midi-Pyrénées, mais nous avons, dans la région Languedoc-Roussillon, je crois, une réalité multipolaire. Je ne sais pas trop ce que c'est que le pôle métropolitain. C'est pour l'apprendre à le connaître que je suis venu, n'est-ce pas? C'est la même chose que le Parlement de territoire. Voilà, mais je pense vraiment qu'on a, dans cette région Languedoc-Roussillon, une réalité. Vous avez évoqué les différents sujets, j'y reviens pas. Moi, je pensais au multipôle régional avec tout l'élément de recherche et de développement. Donc, il y a des perspectives. Et donc, je crois qu'il est important que sans créer une dynamique de guerre avec Midi-Pyrénées, mais il y ait, j'allais dire, le témoignage
par ce Parlement, ou peu importe le terme, d'une réalité formidable de la région Languedoc-Roussillon, de savoir du littoral jusqu'à la montagne, ce matin il y avait la neige chez moi, hein, du littoral jusqu'à la montagne, du Rhône jusqu'aux Pyrénées, créer une capacité d'étudier ensemble et d'échanger ensemble. C'est sans doute l'objet de cette démarche à laquelle donc j'ai souhaité participer, sans bien sûr voir dans ces présences quelque caution que ce soit par rapport à des attitudes politiques que chacun d'entre nous définit librement. Et donc je remercie le Président, avec qui je ne suis pas toujours d'accord. Merci beaucoup, Jacques. Et ouais, tu as le bonjour du frère Roland, avec qui j'ai mangé à Aumont dimanche dernier, sur un Larzac et l'Écosse tout blanc aussi, parce qu'il y avait de la neige aussi. Le frère Roland, c'est un frère de Foucault. Et nous sommes amis avec le... Voilà, sur une fraternité. Il y a très peu de frères de Foucault, il y en a 60 dans le monde, qui habitent là-haut, à côté de Gélu, qui est un ami. Alors, Roland Canaillé, ben voilà, Roland, c'est la transition naturelle. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, merci cher Philippe, chers collègues. Oui, nous sommes une communauté des communes vraiment rurale, enfin en Cévennes, et notre économie, il y a quelque temps, bon, c'était vraiment, tout était basé sur le textile, la soie, et actuellement, bon, ben, là, le synthétique a pris le dessus sur la soie. Bon, il nous reste une usine qui est quand même importante sur le territoire, Well. Donc quand le président et cher Philippe nous a demandé, nous nous sommes rencontrés et venir sur notre territoire, on a accepté avec... tout à l'heure, il nous disait qu'il était moitié urbain, moitié rural, et là, la ruralité a parlé, puisqu'il est venu nous voir notre communauté des communes sur notre territoire. On en a longuement discuté, et nous, comme je le disais, notre économie maintenant est très difficile sur notre territoire, et le développement économique nous intéresse beaucoup. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, nous, filière bois, agriculture, élevage, tourisme. Et pour donner un exemple, nous étions il y a une quinzaine de jours ou dizaine de jours sur la Comédie des Cévennes pour montrer notre savoir-faire, notre produit du terroir. Et si nous n'avions pas eu l'aide de la métropole ou de la mairie de Montpellier, nous n'aurions pas pu réaliser cette action. Alors donc c'est grâce à ce regroupement que nous pouvons réussir ces actions sur notre territoire. Bon, après, derrière, on a le numérique, le routier aussi, santé, université, culture, tout ce qu'on a dit, ce qu'il y a. Alors là-dessus, nous adhérons complètement à ce pôle métropolitain et on est vraiment ravis de cette réunion et qu'on puisse participer à ce pôle métropolitain. On vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup, Roland. Je passe la parole à Stéphane Rossignol, maire de la Grande-Motte, président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Oui, Monsieur le Président, cher Philippe, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur le choix de la date. Il n'y a jamais une date qui aurait convenu à qui que ce soit. C'est vrai qu'il est regrettable qu'aujourd'hui, il y ait certains absents. Mais après l'installation de la métropole montpelliéraine, nous sommes là aujourd'hui dans cette salle des États du Languedoc pour installer ce qui va devenir le pôle métropolitain autour de Montpellier. Alors je crois que la première des choses, c'est peut-être de démythifier ce fameux pôle métropolitain, parce que nos concitoyens qui entendent parler de métropole, de pôle métropolitain, se posent beaucoup de questions. Ils se demandent si effectivement ça signifie à court ou moyen terme l'intégration de nos intercommunalités dans la grande métropole montpelliéraine. On sait par le passé que Montpellier et son agglomération ont souvent fait peur. Ont souvent fait peur parce qu'on a des souvenirs, et je n'étais pas maire de la Grande-Motte à l'époque, et encore moins donc président de cette agglomération, pour nous souvenir qu'il y avait eu des communes, comme certaines dans le Pic Saint-Loup, qui avaient été agglomérées de force,
contre la volonté de leur population. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'effectivement, il y ait un partage, un travail en commun. Et au moment où on voit bien que nos concitoyens sont en perte de repères, sont confrontés à des difficultés, qu'ils expriment par des votes, comme on l'a vu dimanche dernier, des votes extrêmes, qui ne correspondent malheureusement à rien en termes de solutions à apporter à ces difficultés, eh bien, il faut conserver des repères. Et je crois que ces repères, d'abord, ils sont dans nos communes. Et il faut à tout prix conserver, conforter les communes aujourd'hui dans nos intercommunalités. Et c'est ce qui fait la force aussi des intercommunalités, qu'elles s'appuient sur des communes, quelle que soit leur taille, qui puissent s'exprimer dans le cadre de l'intercommunalité. Et ce pôle métropolitain que tu nous as proposé d'installer aujourd'hui, et nous sommes des précurseurs, doit être effectivement vis-à-vis de nos concitoyens quelque chose qui rassure, qui montre qu'au-delà des divergences politiques, au-delà des intérêts particuliers, eh bien, il y a des élus sur des territoires voisins, limitrophes, qui sont en mesure de pouvoir travailler ensemble à travers des concertations sur des sujets qui ont été énumérés tout à l'heure. Je suis à la tête d'une agglomération qui est aux portes de la métropole montpelliéraine, un territoire qui, effectivement, aujourd'hui, comme tous les autres territoires, est confronté à un certain nombre de difficultés, même si nous avons la chance d'avoir des villes touristiques, des ports et une plaine agricole très riche. Je viens de lancer un projet de territoire, Pays de l'Or 2030, justement pour me projeter au-delà de la durée d'un mandat. Et je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est, en installant ce pôle métropolitain, montrer l'utilité d'abord de ce pôle métropolitain qui doit s'inscrire dans une synergie. Au moment où la grande région va se construire, une nouvelle collectivité territoriale qui va éloigner automatiquement nos communes de la région. Parce que ce territoire qui va aller de Perpignan à Cahors, de Nîmes à Tarbes, va être très vaste. Et justement, en nous appuyant, comme tu le fais avec Jean-Luc Moudingue, sur ces deux métropoles, Toulouse et Montpellier, qui ont montré qu'elles pouvaient travailler ensemble, qu'elles ne seront pas en guerre, qu'elles vont travailler dans le sens de l'intérêt général, nous pouvons, je pense, rassurer effectivement nos concitoyens. Donc l'utilité, c'est cette synergie que nous pouvons ici, avec les présidents d'intercommunalités réunis, inscrire à travers les grands thèmes qui ont été définis. Et ils sont nombreux, ils sont importants, je crois, effectivement. Donc il s'agit pour nous de tracer la feuille de route. Il s'agit pour nous d'avoir des intérêts partagés. Je crois que les intérêts partagés, nous les trouverons très vite. Il s'agit d'inscrire, autant que faire se peut, un consensus dans tout ce qui va être décidé, que les petites intercommunalités aient autant leur mot à dire que les plus grandes intercommunalités. C'est ça la base, je crois, du succès de ce pôle métropolitain. Et puis aussi, il faudra du pragmatisme, parce que rien n'est inscrit dans le marbre et tout doit se définir en fonction des besoins, des intérêts, en fonction de l'actualité, en fonction des difficultés que nous rencontrons tous, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a rarement été dans de telles situations, les communes, confrontées à des difficultés financières, qui sont aujourd'hui propres à l'ensemble de nos collectivités. Alors voilà, je pense qu'effectivement, ce pôle métropolitain peut être une force, une richesse, mais qui ne doit pas être une strate administrative supplémentaire, comme ça a déjà été dit, comme tu l'as affirmé, qui ne doit pas non plus être une tribune politique, parce que sinon ça serait, je pense, aussi voué à l'échec. Mais je crois que nous sommes tous aujourd'hui dans cet état d'esprit et que nous pouvons, à travers les bases que nous posons ce matin, eh bien, aller de l'avant et tracer l'avenir de ce nouveau territoire. Merci Stéphane. Je passe la parole à Madame Castella. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les présidents, les vice-présidents et également tous ceux qui les ont accompagnés. Je dois dire que je suis ici très heureuse. Ça ne marche plus, oui. De représenter Jean-Christian Rey, président de l'agglomération du Gard rhodanien. Nous avions été très satisfaits, très séduits de l'intervention de Philippe Sorel lorsqu'il est venu nous voir à Bagnoles et on en a beaucoup parlé. On était tous très demandeurs et désireux de travailler avec vous tous et dans la mouvance de ce mouvement
naissant. L'idée de récupérer l'organisation politique par la base et par les territoires était aussi quelque chose d'extrêmement séduisant pour la gardoise que je suis devenue après avoir pourtant passé de très nombreuses années dans la capitale. La communauté d'agglomération du Gard rhodanien a une situation, elle, très particulière, complètement à l'est de la grande région que nous allons rejoindre, que nous allons former. Et cette situation complètement à l'est, elle nous amène à être de grands frontaliers, puisque nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui languedociens, mais nous sommes voisins d'un jet de pierre de PACA. Il suffit de traverser le Rhône. Et si on traverse la rivière Ardèche, nous sommes en Rhône-Alpes. Ça complique beaucoup le travail avec les territoires qui sont nos voisins directs, parce que ça fait 3 régions, mais aussi 4 départements, la Drôme, l'Ardèche, le Gard et le Vaucluse. Tout ça est relativement complexe. Mais malgré tout, je vois que les 6 piliers que vous portez, Monsieur le Président, sont également des piliers que porte l'agglomération du Gard rhodanien, avec une toute petite nuance, c'est que j'aimerais qu'on puisse en rajouter un 7e. Vous avez parlé de... C'est universel, hein, ça correspond à tout le monde, qu'on soit d'une région ou d'une autre, d'un département, d'un village, d'une grande ville, peu importe. On a tous besoin d'être en pleine forme. La tâche va être longue pendant les années qui viennent, et la tâche de nos concitoyens aussi, pour avoir à supporter les mouvements, les changements et les difficultés. Le numérique, nous l'avons inscrit en Gard rhodanien, nous l'avons inscrit comme... Merci. Comme parmi les objectifs absolus, essentiels, et une grosse partie de notre activité, de la vice-présidence développement économique tourne autour du numérique. 3e pilier, la mobilité. Nous sommes moins concernés par le TGV. Il se trouve que pour nous, c'est un petit peu plus facile. Avignon est juste de l'autre côté du Rhône, et puis il y a Nîmes. Par contre, notre gros souci est de la rive droite du Rhône. Certains pensent qu'il suffira de claquer les doigts pour la faire revenir. C'est un sujet très complexe, mais qui serait très essentiel pour notre territoire. Le tourisme, la communauté d'agglomération du Gard rhodanien est déjà un territoire qui est passé de l'agriculture au tourisme très fortement, avec 2 types de tourisme, un tourisme, un œnotourisme, et ça ce sont bien sûr tous les côtes du Rhône, hein, qui sont très appréciés et qui attirent beaucoup de gens, mais c'est aussi, et ça c'est plutôt naissant, un tourisme de randonnée, un tourisme vert, qui va se situer sur des territoires qui ont été justement désertés par la viticulture. L'agroécologie, bien sûr, comme tous les Gardois, hein, on est très, très orienté vers tout ce qui est agriculture bio, etc. La culture et l'éducation, c'est comme la santé, c'est vital. Maintenant, je voudrais en arriver à notre 7e pilier. Nous sommes le lieu gardois où l'industrie est particulièrement développée, puisque nous vivons depuis des années dans le contexte du nucléaire. Ça n'est pas rien. Le nucléaire est le premier employeur de la région du Gard rhodanien, avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de pallier cette situation et d'aider au substitut au nucléaire. Bien évidemment, rien ne va complètement disparaître, et l'activité elle-même nucléaire est en train d'être réorientée vers tout ce qui est industrie du démantèlement, qui est une industrie qui s'exporte très bien. Enfin voilà, c'était le sens de mon message. Vous aviez dit que les thématiques n'étaient pas figées. Si on pouvait y penser à l'industrie un peu, ça serait très bien pour nous. Ok. On va en faire... Alors, la question de l'industrie, c'est sur un pôle industrie, ou c'est sur le délicat et épineux problème du nucléaire? Pour l'industrie. Hein, donc, c'est sur le développement économique industriel. Ça fait... Le nucléaire
s'occupe assez bien lui-même d'ailleurs de tout D'accord. ce qui est. Mais alors l'industrie fait partie du développement économique du pôle. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'être plus bref si vous pouvez, parce que sinon, non seulement il y aura la neige quand M. Blanc va rentrer, mais il y aura aussi la nuit. Donc je donne la parole à Francis Cross. Merci. Oui, Monsieur le Président, cher Philippe, chers collègues, tout d'abord, merci de nous avoir invités ce matin à Castries pour, certaines d'ailleurs, découvrir ce magnifique château. Premier point, nous, en montagne du Haut-Languedoc, situé en plein cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, nous avons l'habitude de dire que il y a un stock de population sur la métropole de Toulouse, il y a un stock de population sur la métropole de Montpellier, puis nous, au centre, nous avons un stock d'espace. Situé en zone de montagne, et c'est vrai que nous avons la neige ce matin, nous sommes tentés, et fortement tentés par cette approche du Parlement des territoires. Fortement tentés parce que des passerelles existent déjà. Lorsque nous faisons des études supérieures, à 2 heures, nous avons Montpellier, à 2 heures, nous avons Toulouse. Lorsque nous avons des ennuis de santé, à 2 heures, nous avons Montpellier, à 2 heures, nous avons Toulouse. Mais n'oublions pas que quand la période du mois d'octobre et des sorties de champignons arrive, là, ce sont ces populations qui viennent chez nous et nous sommes heureux de pouvoir les accueillir parce que c'est là aussi l'ensemble de ces axes de développement économique. Et les développements économiques que l'on peut mener à bien sur nos territoires de montagne, nous essayons de les valoriser au travers de ce que la montagne et de ce que la nature nous a donné. Et je prendrai comme exemple l'activité touristique, on l'a dit, mais également l'eau. Et lorsqu'on peut commercialiser de l'eau, de la Salvetat par exemple, voire d'autres sites sourciers proches de chez nous, les consommateurs, ils vont se situer dans le milieu urbain, là où il y a le marché. Lorsque, en termes d'énergie, nous avons des barrages hydroélectriques, nous avons des éoliennes, qui c'est qui va consommer les mégawatts sur ces énergies renouvelables, en particulier le monde urbain. Et lorsque nous avons cette forêt, et là je ferai un zoom plus précis sur cette forêt, en tant que président de l'Union régionale des communes forestières Languedoc-Roussillon, 664 communes, que l'on se situe sur le sud du Massif central, qu'on se situe sur le massif des Pyrénées, nous avons des réservoirs énormes de forêt. Et là, il y a une complémentarité à développer ensemble avec la grande ville, avec la grande métropole, sur toute la problématique du bois énergie, du bois construction, et demain avec l'école de chimie sur les futurs matériaux. Donc, cette complémentarité, elle existe bien, il faut poursuivre son développement. Et Philippe, de nous ouvrir les portes de la métropole, c'est pour nous ouvrir la porte d'un marché futur, de la population, des citoyennes et des citoyens qui ont besoin, dans cette logique de développement durable, des énergies renouvelables, de la valorisation de cette biodiversité. C'est pour nous préserver, voire renforcer la présence d'un habitat et d'une population dans ces zones difficiles de montagne. Et pour nous, c'est un enjeu fondamental. Merci pour la démarche. Merci Francis. Monsieur Pollard. Donc, merci de me donner la parole. Donc, je vais faire une intervention très, très brève. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, sur tout l'intérêt effectivement qu'on a à se voir et à travailler ensemble. Je reviendrai simplement sur les 6 piliers que vous avez évoqués, et notamment sur le premier d'entre eux qui est la santé. Parce que donc, moi, je suis vice-président d'une communauté de communes périurbaine ou rurale, donc 17 000 habitants pour 17 communes. Et nous, la problématique qu'on a en termes de santé,
c'est donc parce que Frédéric Lacasse a évoqué donc la problématique des hôpitaux, mais nous, notre problématique en tant que territoire rural, c'est l'offre de soins de premier recours, c'est-à-dire les généralistes, et la désertification médicale. Donc voilà, ça c'est une problématique qui nous tient particulièrement à cœur, et je pense qu'on ne doit pas être les seuls sur notre vaste territoire. Donc voilà, je pense qu'effectivement ce premier pilier sur la santé, il est fondamental. Et pour aller aussi dans le sens de l'intervention de l'intervenante précédente, je rajouterais à ces 6 piliers un 7e, où un premier, ce serait l'emploi. L'emploi parce que c'est une des principales préoccupations de nos concitoyens, et aussi l'emploi parce que le développement économique, c'est une des premières compétences des communautés de communes, des intercommunalités. Donc je pense qu'on a tout intérêt à se préoccuper de l'emploi de façon collective et en coopération. Pardon. Et enfin, pour terminer, et pour quelque part éclairer ma lanterne et préciser les contours du pôle métropolitain, donc Monsieur le Président, vous avez évoqué dans les contours du pôle métropolitain une force de proposition, donc ça on a bien vu avec les 6 ou 7 points, si vous voulez bien en rajouter un, et une force d'opposition. Alors simplement, je voudrais savoir une force d'opposition à quoi ou à qui? Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, simplement sur l'emploi, les 6 piliers sont des piliers qui sous-tendent le développement économique. Donc, en fait, ils sous-tendent la création d'emplois. Le rôle des intercommunalités, c'est d'exercer leurs compétences. Et leurs compétences, c'est le développement économique, donc l'emploi. Ensuite, à qui peut-on s'opposer? Eh bien, à tout ce qui n'intègre pas nos prérogatives en termes de développement. Je m'explique plus clairement. L'autre fois, les éleveurs du Vigadais, du pays Vigadais, ont été contraints par la PAC et par l'Europe, ont failli être contraints par l'Europe, à une certaine perte de leur activité sur des règlements particuliers. Eh bien, il y a eu des mobilisations faites, certes, par les députés, mais il peut y avoir aussi des mobilisations dans ce sens-là faites par d'autres territoires qui ont les mêmes problématiques et qui peuvent se rassembler. Et à plusieurs, on est plus fort qu'à un seul. Ici, il faut le considérer comme une coopérative. Une coopérative de territoires qui ont les moyens de s'exprimer en opposition ou en proposition, les deux. Mais dans le cadre de la réforme territoriale, vous avez bien compris que le gouvernement a créé des métropoles. Les métropoles, ce sont des baronnies. 12 baronnies sur le territoire. Quand ils ont vu et qu'ils se sont rendus compte que c'était de réelles baronnies, eh bien, ils ont dit, on va fabriquer de grandes régions qui vont couvrir ces baronnies et qui vont servir de guichet. Monter au créneau des présidents de métropole, et là je parle de Juppé à Colomb, ils parlent la même langue, et nous parlons la même langue. On n'a pas envie d'être tenu en laisse par la grande région. Donc qu'a fait l'Assemblée nationale pour compenser dans le cadre de la discussion de la loi NOTRe, qui est actuellement en discussion au Parlement? Ils ont fait remonter les départements. Vous l'avez tous vu. Donc, c'est presque une réforme territoriale qui revient au même. Voilà. C'est une réforme territoriale à la française. Ni tu ni vous. Dans ce cadre, on est plus fort à tous qu'à un seul. Voilà. Ça, c'est du jaurésisme. Un peu anard et un peu bonapartiste. Je le concède. Je donne la parole à M. Fratissier, maire de Ganges. Oui, merci Philippe. Juste, moi je vais être très bref. Je voudrais d'abord saluer la démarche, l'idée qu'on se mette autour d'une table pour discuter de ce territoire et s'entendre sur les lignes fortes de ce territoire me paraît essentiel dans la compétition aujourd'hui qui se fait à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Il est temps qu'on se mette autour de cette table pour voir les lignes structurantes de ce futur territoire qui est en train de se composer. Et puis l'idée d'un parlement, c'est-à-dire une instance démocratique de débat, et une instance où chacun est représenté de façon
égale. Ça, c'est important, Stéphane Rossignol l'a souligné tout à l'heure, l'idée que la plus petite commune ou la plus petite communauté des communes soit représentée de façon identique avec les grandes métropoles que sont Montpellier ou Toulouse, ou les grandes communautés d'agglomération, me paraît essentiel, parce que chacun va pouvoir s'y retrouver et chacun va pouvoir dire son mot. Et je voudrais saluer la démarche de Philippe qui, quand il est venu dans l'arrière-pays, avec le Vigan et puis Ganges en particulier, pendant longtemps, la commune de Montpellier et l'agglo de Montpellier, donc la métropole aujourd'hui, a été vécue comme l'ogresse qui voulait tout manger. Et sa démarche de concertation et enfin que Montpellier se retourne vers son arrière-pays, et je crois que c'est lié aussi à l'histoire personnelle de Philippe, fait que aujourd'hui les élus de ce territoire ne voient plus Montpellier comme une instance de concurrence et au contraire une instance de complémentarité. Donc je salue cette démarche et j'espère qu'elle aboutira à quelque chose de très concret. Merci. Merci beaucoup Michel. Monsieur Douguier. Bien, Monsieur le Président, tout d'abord, vous étiez lancé un pari. Je crois qu'en grande partie, il est réussi. Vous avez énoncé 6 piliers dans votre projet. Ils sont tout à fait significatifs. Je reviendrai sur 2 piliers, sur le pilier agroécologie et alimentation. Il y a un dossier que personne n'a abordé ici et qui devrait tous nous fédérer et qu'il faut aborder avec force et responsabilité, c'est le dossier des déchets. Nous sommes tous confrontés à ce problème-là. Donc je crois que ce Parlement peut être utile également en la matière. J'étais moi-même assez frileux quant au rapprochement concernant nos 2 régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Je suis un Languedocien convaincu. Ici, nous avons les États du Languedoc qui en sont le symbole et Toulouse qui en est quand même la capitale. Donc c'est un fait actuel, donc il faut conforter cette région. Et comme je le disais au président de la métropole de Toulouse, monsieur le maire de Toulouse, qui est prêt à nous ouvrir ses portes, à nous ouvrir sa ville, je crois qu'il y a aussi des chances à jouer en matière agricole. La viticulture de Languedoc-Roussillon est forte, rayonnante, et je crois que ça doit être une chance inouïe pour notre région Languedoc-Roussillon de nous ouvrir vers Toulouse. Le maire de Toulouse est prêt à nous accueillir. La place du Capitole peut être un pôle important en matière agricole et de promotion de nos produits. Je crois donc que les 2 piliers des déchets et de l'agriculture sont des pôles essentiels, comme le sont les autres également. Nos territoires sont différents, les personnes sont différentes également, mais je crois qu'il faudra aussi apprendre à s'écouter et à s'entendre. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Douguier. Je donne la parole à Gérard Marcouir. Merci Philippe. Moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés, on se connaît un petit peu. Et ta démarche est très démocratique et surtout pour moi c'est la politique noble. C'est-à-dire qu'on est là, on est élu pour l'ensemble des personnes et qui vivent sur nos territoires. Alors, je voudrais aller à l'essentiel, ce que je voulais dire. Moi, tu as dit force d'opposition, de réflexion et de proposition. Et je crois que nous, dans nos territoires, moi je parle de ma petite communauté de communes qui a un pied dans l'Aude et un pied dans l'Hérault, nous avons rencontré des difficultés avec les services de l'État. Mais une petite commune comme la nôtre de 1800 habitants, c'est très compliqué. Et ce Parlement des territoires doit aussi nous aider sur ces choses-là par rapport aux services de l'État. Là, le sénateur est parti, mais il y a des gens qui sont dans les instances parisiennes là-haut. Moi, j'ai deux soucis. J'ai un souci d'un projet non touristique qui dure 8 ans, où le président Georges Frêche a été de suite séduit par ce projet, nous a apporté des subventions, et on galère avec les services de l'État. Maintenant, c'est le PLUI, maintenant, c'est un projet de 80 millions d'euros, quand même, avec 160 emplois à la clé. Parenthèse. Après, on a eu des difficultés par les services de l'État, avec l'Aude, par exemple, sur le service du SDIS. Homs qui nous touche avec Olonzac, on a mis 2 ans, alors que nous sommes à 3 minutes de Homs et Lézignan est à 24 minutes. On a mis 2 ans pour que les services de l'État, le SDIS, dont le préfet, quand même, service de la sécurité personnelle, le président du SDIS, et les services de l'État, 2 ans pour que Olonzac couvre Homs. Donc ça a été un peu long. Ça, encore une fois, c'est les services de l'État. Après, je voudrais juste dire cette cohérence. Aujourd'hui, nos enfants d'Olonzac vont dans les collèges de Narbonne
Alors qu'on était sur Béziers, on est arrivé à force, mais on a mis du temps. On a mis du temps, parce qu'on ne nous écoute pas. On n'est pas assez costaud. Et le lycée se construit à Lézignan, encore la région construit à Lézignan, notamment à 8 km de Lézignan. C'est vrai que ce territoire, aujourd'hui, a une attractivité et ta façon de travailler, moi, me séduit et a séduit tous mes élus de ma communauté de communes. Juste pour répondre à Richard Nouguier, par rapport aux déchets. Les déchets, avant de les traiter, il faudrait en produire moins. Et nous sommes les premiers du Languedoc-Roussillon, la communauté de communes de Minervois, je le dis haut et fort, à avoir mis en place la redevance incitative pollueur-payeur. Nous sommes les premiers, elle fonctionne, vous pouvez venir voir, nous sommes en économie de déchets. Avant de les traiter, éliminons-les. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Je donne la parole à M. Huguet. Donnez un micro à M. Huguet, s'il vous plaît. Oui, mais voilà. Merci. Je sais pas. Je voudrais porter ici la parole d'une petite communauté de communes lozérienne et vous remercier tout d'abord d'avoir organisé cette assemblée qui me permet justement de la porter. Petite communauté de communes issue de la fusion de deux communes existantes, Tarnon-Mimène et Florac-Cotan, et qui s'appelle maintenant Florac-Sud-Lozère, qui existe depuis le 1er janvier. C'est tout petit, 12 communes, 4500 habitants, et pourtant Florac est une sous-préfecture, c'est le siège du Parc national des Cévennes, il y a un campus universitaire, Supagro, il y a l'école nationale de formation GREMP, il y a aussi une école régionale de formation agricole. Nous aspirons et souhaitons être le poumon vert du Languedoc-Roussillon. Que vous puissiez continuer à venir taquiner la truite et ramasser les champignons ou randonner sur nos splendides paysages. Mais que pesons-nous dans ce territoire? La Lozère, c'est déjà très loin de Montpellier, mais alors Toulouse, c'est vraiment très très loin. Voilà, Monsieur le Président, je vous invite à venir nous rencontrer sur notre territoire en Lozère, au Sud-Lozère. C'est vrai qu'on a souvent cette sensation d'être loin des territoires de décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas de venir. Avec grand plaisir. En plus, l'autoroute facilite grandement les choses. Ah bon? Oui, mais enfin, c'est mieux qu'avant, quand même. Pas là? Bon, on viendra quand même. Allez. On viendra quand même. Vous savez, quand je vais à la Salvetat, hein? Merci beaucoup. Didier Codorniou, maire de Gruissan. Merci Philippe de nous avoir réunis ici tous pour ce magnifique projet. Alors je vais essayer aussi d'aller à l'essentiel. Le 8 août l'an dernier, donc, tu es venu dans notre intercommunalité parler de ce magnifique projet de pôle métropolitain. Quand on parle et quand on écoute donc, tous les élus de démocratie, de rassemblement, d'unité, de mise en réseau, donc pour être plus fort, on ne peut être que d'accord. Quand tu parles et quand vous parlez d'innovation, d'expérimentation, parce qu'en même temps on va expérimenter un nouveau modèle, on ne peut être que favorable donc, à cette expérimentation. Et puis bien sûr, donc, on essaye chacun de se situer dans l'espace. Alors on est dans une société où on est super connecté, même si on parle de numérique et de rupture, donc, ou de fractures, mais nous vivons dans un monde donc, très très vite. Il y a beaucoup de bouleversements, on le voit entre les intercommunalités. Je vous rappelle que donc, les intercommunalités se sont mises en place en 2003, donc aujourd'hui on est sur les métropoles. Nous avons la chance dans le Grand Narbonne d'être positionnés avec deux métropoles, la métropole de Toulouse et la métropole de Montpellier. Moi je salue donc à travers notre intervention, puisque là je parle avec mes amis du Grand Narbonne, moi je salue l'homme visionnaire qui est Philippe, d'avoir imaginé de nous retrouver aujourd'hui donc pour réfléchir et pour consolider
différents leviers, parce qu'en même temps, la force et l'histoire de notre région, c'est la prospérité d'un territoire qui a coïncidé avec la capacité à faire converger et transiter des dynamiques économiques et démographiques. On parle d'économie, on parle de démographie et de structuration. Donc nous sommes très très intéressés pour travailler ensemble. De quelle façon? Donc on en reparlera ensemble puisqu'on a prévu de se revoir un peu plus tard. Moi, il y a un élément extrêmement important qu'il faut peut-être reprendre en considération. On n'en a pas trop parlé. Alors c'est de l'économie, c'est du développement touristique, c'est la croissance bleue. Vous savez que nous avons la Méditerranée et cette Méditerranée, pour aussi avoir passé 15 ans avec Midi-Pyrénées et notamment à Toulouse, je sais que les Toulousains sont très attachés à notre Méditerranée. La croissance bleue, chers amis, c'est 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est traité sur le plan mondial. C'est 430 milliards donc au niveau européen. Et notre Méditerranée, il y a une manne extrêmement intéressante à essayer donc d'imaginer. Et puis l'expérimentation, moi, elle me parle aussi avec mon ami Yves Pietrasanta sur le Parlement de la mer, donc le Parlement des territoires. Donc nous devrions ensemble bien nous entendre. Merci beaucoup Didier. Simplement un petit mot à la suite de ce que tu viens d'exposer concernant la croissance bleue. Nous avons intégré dans le titre de la métropole de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, c'est aussi parce que les maires ont décidé de façon collective que le titre devait être celui-là, eu égard à nos relations intimes avec la Méditerranée. Chose que, quelque part, nous envie Toulouse. Nous aussi, nous envions des choses à Toulouse. Nous envions l'aéronautique, nous envions Saint-Cernin, la magnifique église romane, et bien d'autres choses encore. Mais Toulouse nous envie et Midi-Pyrénées nous envie notre façade maritime. Ainsi, j'ai décidé de conforter et de valoriser l'ensemble des relations économiques que nous avons avec les villes jumelles. Jadis, nos villes jumelles étaient destinées aux élus. Je ne vous fais pas de dessin. Bon. Aujourd'hui, nous les transformons progressivement en des contrats de travail et de développement économique, du partage de développement, du co-développement avec les villes de la Méditerranée. Ces villes sont les suivantes. Barcelone, Fès au Maroc, Tlemcen en Algérie, Tibériade en Israël, Bethléem en Palestine, l'île de Kos en Grèce, et j'ai obtenu l'accord de Leoluca Orlando, le maire de Palerme, pour fabriquer le jumelage avec la métropole de Palerme. L'Algérie, le Maroc, la Palestine, Israël, l'Espagne et l'Italie. Nous avons donc 5 villes qui sont phares sur la Méditerranée et qui peuvent être autant de débouchés économiques et autant de lieux avec lesquels on peut converser de façon économique. Monsieur Arcas. Donc, Monsieur le Président, cher Philippe, simplement, puisque nous devons nous rencontrer, donc ce n'est que partie remise, il y a eu des remises au niveau des dates. J'espère que nous arriverons donc finalement d'ici quelques jours à nous voir au niveau de la communauté. Parmi ce qui a été évoqué, moi je vais retenir surtout les propositions et concertations, et surtout parmi les piliers, il y a le pilier de la santé qui a été évoqué par mon collègue de Capestan, et je pense qu'on pourrait avoir des relations plus étroites avec l'Université de Montpellier, notamment en ce qui concerne les internes, et qu'on puisse bénéficier donc au niveau de stage ou autre, de telle façon que les remplaçants puissent devenir un jour médecins dans le monde rural. Il y a également le problème qui est posé par le numérique et la fracture numérique, comme tu l'as dit, donc ça pose un véritable problème dans les hauts cantons et dans la zone de montagne en ce qui concerne l'installation de télétravail et par conséquence aussi
au niveau du tourisme, de la viticulture, puisque certaines caves coopératives, je pense notamment à Berlou, qui est une appellation communale du Seychignan, bien, elles n'arrivent pas à communiquer puisque Internet n'arrive pas jusque chez eux. Donc je crois que là, il y a un travail important que nous devons mener et qui découle évidemment sur le tourisme. Ou encore, il y a beaucoup à faire. J'ai pris contact avec le responsable au niveau de l'Office de tourisme à Montpellier pour le Haut-Languedoc. Le Haut-Languedoc a fait de très gros efforts, que ce soit au niveau du parc naturel régional du Languedoc ou du pays au Languedoc et Vignoble, puisque nous venons d'être classés dans le cadre de l'appellation Vignoble découverte et nous sommes en train, je sais que ça te tient beaucoup à cœur, dans le cadre de pays d'arrêt d'histoire. L'action est menée, nous y sommes presque et je pense que c'est des atouts supplémentaires qui peuvent être ajoutés au niveau de la métropole de Montpellier qui constitue aussi un bassin de population qui constitue donc un potentiel concernant donc nos populations et la mise en place de ce tourisme orienté donc essentiellement sur l'aspect viticole, mais également, ça a été dit tout à l'heure, sur les activités pleine nature qui peuvent se pratiquer en tout temps, que ce soit le canoë-kayak, l'escalade, la spéléo, etc. Donc je crois que ce que je retiendrai de cette journée, enfin de cette matinée, c'est cet esprit de concertation, de relais, de relation à établir entre, d'une part, la métropole de Montpellier, mais également les zones rurales, et plus particulièrement comme chez moi et comme pour le pays au Languedoc et Vignoble et le parc naturel, donc cette relation qui devrait s'établir. Jusqu'à présent, on éprouvait certaines difficultés au niveau des offices de tourisme, au niveau de la métropole, c'était à l'époque l'agglomération. Je crois que là, ça devrait s'améliorer et je crois que des réunions comme aujourd'hui devraient permettre d'établir de véritables liens et peut-être des programmations en ce qui concerne aussi bien d'ailleurs les manifestations culturelles que également les animations au niveau sportif, puisque nous on arrive à avoir des manifestations importantes, que ce soit l'enduro, que ce soit des trails qui sont reconnus sur le plan international, donc des relations devraient pouvoir s'établir. Merci. Merci beaucoup Jean. Je donne la parole à Louis Villaret. Oui, Monsieur le Président, cher ami, mes chers collègues, bon, nous vivons actuellement une conjoncture et une situation qui est difficile à tous les points de vue, politiques, économiques, etc. Et je pense que cette réunion de ce matin est une initiative heureuse parce que ça permet de mettre les choses à plat, de réunir toutes les intercommunalités et peut-être essayer de reconstruire. Parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à reconstruire. Mettre en place peut-être de nouvelles relations, de nouvelles habitudes et surtout pratiquer la concertation. Et je crois que ce matin, c'est un moment qui pour nous tous est important. Donc, Monsieur le Président, vous avez dit mieux travailler ensemble. C'est vrai qu'il faut apprendre à travailler ensemble parce qu'avant tout, ce sont nos populations, ce sont nos territoires qui sont en jeu. Et quelles que soient nos idées, nos philosophies, je pense qu'il y a une efficacité qu'il nous faut rechercher, d'autant plus qu'il y a de moins en moins d'argent aujourd'hui. Donc il y a tout un certain nombre d'éléments qui nous amènent à inventer peut-être de nouvelles façons de travailler et de se concerter ensemble. Alors sur la méthodologie que vous avez expliquée, disons qu'il n'y a pas de problème, je crois que c'est une bonne méthodologie. Un projet de charte, oui, je crois qu'il faut avoir une conduite, une ligne de conduite, une direction, et puis ensuite une force surtout de proposition, vous avez dit, parfois d'opposition aussi, je crois que parfois il faudra s'opposer pour se faire entendre, mais en même temps il nous faut être une force de proposition, et je crois que par rapport à la grande région, par rapport à ce que le gouvernement nous annonce, il faut être cette force de proposition, sinon nous serons oubliés. J'entends dire déjà qu'à la préfecture, il y a des staffettes qui arrivent avec des cartons on a l'impression que déjà on est dans le déménagement. Alors, je crois qu'il nous faudrait être très vigilants pour éviter tout déménagement de certains services vers je ne sais pas trop où, mais je crois qu'il faut être très vigilant. Alors ensuite, en termes d'aménagement du territoire,
Je crois que là aussi, il nous faut inventer un autre type d'aménagement du territoire. Que ce soit dans notre pays, que ce soit à l'étranger, on est dans le développement polaire, c'est-à-dire qu'il y a un centre, et puis il y a des cercles concentriques, et on n'a pas été capable d'inventer autre chose. Nous, je crois, et ça a été employé, le mot a été employé tout à l'heure, je crois qu'il faut aller vers un développement multipolaire, dans le respect de toutes les villes, de tous les villages, de toutes les intercommunalités, trouver les complémentarités, trouver les équilibres, en quelque sorte trouver l'harmonie. C'est peut-être un petit peu utopique, mais c'est vers ça qu'il faut aller, parce que s'il n'y a pas un peu d'utopie, s'il n'y a pas un peu d'idéal, je ne sais pas à quoi servons-nous. Donc je crois qu'il faut inventer. Alors, sur les 6 projets, sur les 6 piliers, c'est vrai que la santé, surtout dans notre territoire, le cœur d'héros, ben, la santé c'est quelque chose d'important, il y a de moins en moins de médecins et on a réussi à créer les urgences, un service qui associe le SAMU, les pompiers, l'ARS, le CHU, etc. Et je tiens à dire que c'est une opération unique en France. Et donc je pense que c'est quelque chose que l'on peut renouveler ailleurs, ce qui veut dire que maintenant, le samedi, le dimanche, la nuit, il y a un service qui assure ces urgences. En ce qui concerne donc il faut poursuivre cela, et puis aussi, je dirais, défendre quand même nos hôpitaux ou nos cliniques, et en particulier dans le cœur d'héros, il y a un vrai problème. Marie-Christine s'en occupe aussi, donc je crois qu'il faut qu'on se batte ensemble. L'accessibilité numérique, c'est une nécessité. Et là, il y a entre nos territoires, la ville et le rural, un déséquilibre qui n'est plus supportable aujourd'hui, parce que les gens qui viennent... À l'heure actuelle, il y a des gens qui ne viennent pas dans nos villages parce qu'il n'y a pas le numérique. La première question qu'ils posent, ils ne demandent pas l'école, ils demandent que le numérique. Donc je crois que là, il faut qu'il y ait un équilibre. À l'heure actuelle, nous, on veut équiper 10 villages. Ça veut dire 1 800 000 € pour notre communauté de communes. C'est un peu lourd. Alors il faudrait peut-être qu'au niveau de la région et du conseil général, un schéma, parce que je crois que normalement un schéma doit être mis en place, il faudrait accélérer le processus, parce que ça veut dire qu'on est plus compétitif et on est plus efficace. Donc le numérique, je crois qu'il faut faire quelque chose. Sur la mobilité, à partir du moment où le Conseil général a mis le bus à 1 €, je tiens à rappeler qu'entre Montpellier et le cœur d'héros, il y a eu une augmentation de la fréquentation de 140%. Donc ça prouve là la nécessité de ce bus à haut niveau de service. Sur le pays cœur d'héros, nous sommes en train, avec 3 communautés de communes, de mener une étude sur la mobilité. Et je crois que là, il faut que nous avancions pour faciliter, parce que la mobilité, je ne donnerai qu'un exemple, c'est le jeune qui ne peut pas se déplacer, qui cherche un emploi, et parce qu'il ne peut pas se déplacer, parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le bus, il ne va pas rencontrer les demandeurs d'emploi. Donc c'est un problème là aussi qui est très important, la mobilité pour nos territoires. Bon, sur les territoires ruraux, sur l'agroécologie, c'est vrai que nous avons des territoires très riches. On voit que la viticulture aujourd'hui se développe, on fait des vins de grande qualité, on exporte aujourd'hui. On a lancé le no-tourisme aussi à travers le département, mais aussi dans les départements voisins, sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Donc je crois qu'il faut accélérer et poursuivre cela. Et vous dire aussi qu'on a des espaces où malheureusement il y a du foncier qui n'est pas utilisé. Et là, dans le cœur d'héros, on est en train de lancer un projet alimentaire avec les circuits courts, avec la culture raisonnée, et voir si sur ces terres délaissées, on ne peut pas approvisionner la ville en produits alimentaires de qualité, plutôt que de les importer d'ailleurs. Sur le tourisme, alors le tourisme, c'est notre richesse. Le département de l'Hérault, c'est 1,7 milliard. La région, je ne me souviens plus du chiffre, mais enfin, nous sommes quand même la quatrième région de France à développer le tourisme, à partir de l'œnotourisme, à partir des activités de pleine nature et surtout le nautisme, où on n'a pas fait... on pourrait développer le tourisme. Il y a le salon de la Grande Motte, il y a le salon nautique aussi du Cap d'Agde, et je crois qu'il y a des choses à faire.
faire là, parce qu'on peut aller encore plus loin que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Donc, il y a aussi les grands sites, hein, j'allais oublier. Alors là, je voudrais vous alerter tous. Les grands sites, dans le Languedoc-Roussillon, nous avons les grands sites labellisés, mais de vrais grands sites labellisés. Je m'excuse auprès de Midi-Pyrénées, ils font une publicité, ils ont une communication qui est excellente, là on ne peut pas leur reprocher, mais qui se base sur rien du tout. Ils mettent en avant un grand site, mais ils ont, sauf un, je crois, qui est labellisé. Donc là, je crois que dans nos négociations avec Midi-Pyrénées, il faudra qu'on discute, parce qu'ils sont en train de dévaloriser ceux qui ont fait l'effort de labellisation. Ensuite, et pour ne pas être trop long, la culture, le patrimoine, l'égalité des chances. Je crois que là aussi, il y a du travail à faire. Et là aussi, il y a une meilleure répartition sur le territoire. Montpellier, en termes culturels, Carcassonne et j'en passe, ont des activités très importantes. Mais je crois qu'il faut aussi aller vers le rural pour développer la culture. Parce qu'à l'heure actuelle, plus que jamais, nous sommes en pleines élections, vous le savez tous, plus que jamais, nous avons besoin de la culture. C'est la culture qui nous fera aller vers plus de tolérance, vers plus de fraternité. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Merci beaucoup, Louis. Merci d'avoir fait un focus sur l'ensemble des items. Pour ce qui est de l'harmonisation sur les grands sites, il faut savoir deux choses. D'abord, au niveau régional, la grande région sera obligée d'harmoniser s'il y a des harmonisations à faire. Et puis, nous avons, avec Jean-Luc Moudinque, établi une forme de travail qui est très suivie par les deux métropoles de Toulouse et de Montpellier. Jean-Luc Moudinque a nommé à l'intérieur de son conseil de métropole un vice-président qui s'appelle Monsieur Montpellier, qui est professeur d'université de son État. Et moi, pour l'agglomération devenue métropole de Montpellier, j'ai nommé Max Lévita, qui est aussi professeur d'université. Ils se rencontrent pour la première fois demain. Voilà. Donc, l'ensemble des domaines qui peuvent créer des inquiétudes ou sur lesquels il y a des harmonisations, bien, c'est pas mal d'en discuter entre les deux ambassadeurs des deux villes respectives. Voilà. C'est un pont supplémentaire que nous avons établi. Dernière intervenante du jour, Marie-Christine Bousquet, maire de Lodève, présidente de la communauté de communes du Lot-des-Voix-Larzac. Bien, merci Philippe. Je ne serai pas longue parce que beaucoup de choses ont été dites. Simplement, peut-être te dire que cette initiative que tu as prise est fondamentale. Le coup de semonce que nous avons reçu dimanche au travers des urnes nous amène à réfléchir et à travailler autrement. Et je crois qu'il faut que nous prenions tous conscience de cela. Et ce qui se met en place aujourd'hui va dans le bon sens. Nous avons donc à dépasser les clivages politiques, et ça je crois que c'est bien, mais nous avons aussi à dépasser aussi ces clivages qui existent entre le monde rural et l'urbain. Et moi je me félicite de nous voir tous ici rassemblés. Alors moi je préside une intercommunalité qui est éminemment rurale, hein, puisque 10% du territoire de l'Hérault en superficie et 1% en population. Les enjeux sont forts. Tous les piliers de ce projet de Parlement des territoires m'intéressent et me semblent fondamentaux pour le territoire que je représente. Nous avons la chance d'avoir un environnement de grande qualité, d'avoir énormément de grands sites, Louis Villaret l'a dit, mais nous devons préserver ces territoires ruraux, les préserver en maintenant une agriculture, en valorisant nos produits, en permettant le maintien de nos agriculteurs, parce que ce sont eux qui sont les garants de ces paysages, et notamment sur le pastoralisme, hein, c'est fondamentalement important, mais aussi la viticulture, c'est ce qui fait les traits de force de nos paysages, donc on a travaillé tout cela. Et puis moi je dois vous dire aussi qu'il faut réfléchir en termes d'aménagement du territoire au fait de conforter les bourgs-centres de tous ces territoires ruraux, qu'ils soient dans l'Hérault, dans la Lozère ou dans l'Aude, parce que ces bourgs-centres, ce sont les lieux ressources pour toutes les populations les plus éloignées. Et en termes d'aménagement de territoire, il y a une vraie réflexion aussi à porter là-dessus.
Voilà, en tout cas, merci pour ce travail qui est engagé. Et bien évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on y participera. Merci beaucoup Marie-Christine, merci à tous les intervenants, merci à tous les présents. Je vais donc vous lire le texte de l'appel de Castries, qu'on pourrait intituler de cette façon-là. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, ben, il s'exprimera à la fin pour le dire. Hein? Donc c'est le Parlement des territoires, c'est le lancement. Parce que la création, c'est la charte que vous recevrez. C'est le lancement. Parce que je ne veux pas faire de charte sans qu'elle soit concertée par les maires, les présidents d'intercommunalités et les populations, si vous le jugez utile. Dans le Parlement des territoires, nous, élus locaux, représentant la République des territoires, réunis à Castries le 25 mars 2015 pour la première session du Parlement des territoires, affirmons au travers de la présente déclaration notre volonté d'engager une démarche solidaire et audacieuse de coopération territoriale. Cet engagement qui nous rassemble repose sur 6 piliers de développement qui transcendent nos territoires: la santé, le développement numérique, la mobilité, les déplacements, le développement économique et touristique, l'agroécologie, l'alimentation, le patrimoine, la culture et l'égalité des chances. Notre ambition commune s'articule autour de 3 convictions. Premièrement, nous voulons construire ensemble une réponse innovante aux défis de la réforme territoriale. 2014 a été une année cruciale pour la réforme, au travers de la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles d'une part, et de la loi portant nouvelle délimitation des régions d'autre part. Notre architecture territoriale a connu de très profondes évolutions et ses équilibres s'en trouvent durablement transformés. Le projet de loi de nouvelle organisation territoriale de la République, actuellement en cours de discussion au Parlement, devrait en 2015 largement confirmer cette dynamique. C'est dans ce contexte de réforme décisive que l'instauration d'un dialogue entre l'ensemble de nos territoires prend tout son sens. Nous sommes convaincus que cette stratégie de coopération territoriale fondée sur la confiance entre acteurs est une réponse adaptée aux enjeux de la mondialisation, la compétitivité des territoires résultant pour l'essentiel de leur qualité d'organisation et leur capacité à animer un maillage réussi entre acteurs publics et privés, porteurs de projets pertinents et mobilisateurs. Deuxièmement, nous sommes déterminés à dépasser la rigidité des périmètres administratifs pour œuvrer à de nouvelles échelles de complémentarité et de solidarité. Au-delà de la volonté d'être pleinement acteur de la réforme territoriale en cours, notre projet de coopération territoriale est le fruit de différents constats et convictions dont les plus évidents est la pertinence géographique du territoire qui nous rassemble. Les flux économiques, les migrations résidentielles, les déplacements des salariés, des loisirs des citoyens se jouent à une échelle plus large que celle de nos territoires pris individuellement. De fait, un bassin de vie, une communauté culturelle et des dynamiques économiques sont à l'œuvre et nous rassemblent dans un destin commun. Imaginer et mettre en œuvre des réponses adaptées aux défis que nous partageons suppose donc de dépasser la rigidité des périmètres existants et de bâtir des projets qui associent étroitement territoires urbains et ruraux dans une dynamique de co-développement. Troisièmement, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons plus forts. Et là, je vais répondre à un certain nombre de questions. Ce texte répond à un certain nombre de questions qui ont été posées tout à l'heure. Le Parlement des territoires n'est pas une feuille supplémentaire du millefeuille territorial, administratif. Il ne lève pas d'impôts, il ne redistribue pas, il n'a pas d'administration propre. Il est seulement une instance de concertation reposant sur le principe un président d'intercommunalité égale une voix, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit petite, qui permet aux intercommunalités de se rencontrer et d'échanger sur la base du volontariat, leur savoir et leur spécificité. Dans un contexte national et international contraint, les maires et présidents d'intercommunalités doivent imaginer toutes les voies possibles de coopération. Fort de ces convictions, nous déciderons collectivement dans les prochaines semaines les contours d'une gouvernance collective associant les présidents d'intercommunalités et les maires, reposant sur l'audace et l'imagination territoriale, c'est-à-dire sur la capacité des parties prenantes à mener ensemble des projets dans le cadre de coopération souple et dans le respect des libertés et prérogatives de chacun. Ensemble, nous sommes plus forts. Qui est contre
Merci à tous.